Dans les vastes et tranquilles paysages du Midwest américain, la vie suit souvent un rythme prévisible et réconfortant. C'est un endroit où les communautés sont soudées, où les enfants font du vélo sur des chemins de gravier familiers et où les plus grands dangers semblent appartenir à un autre monde. Mais le 6 octobre 2002, dans la petite ville de Richwoods, Missouri, ce rythme a été violemment brisé. Un garçon de 11 ans, Shawn Hornbeck, a disparu, englouti par un silence qui allait durer 4 longues et angoissantes années et demie. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un enfant disparu, c'est une exploration profonde et troublante des chaînes invisibles. Les entraves psychologiques qui peuvent lier une personne plus solidement que n'importe quelle contrainte physique. C'est l'histoire d'un prédateur se cachant aux yeux de tous, un homme si ordinaire qu'il en était pratiquement invisible, livrant des pizzas aux policiers même qui auraient pu être à la recherche de sa victime. Et pourtant, contre toute attente, c'est aussi l'histoire d'un miracle. Le récit d'un amour parental inébranlable qui a refusé de s'éteindre face au désespoir, d'une famille qui a transformé son angoisse privée en une croisade publique, sacrifiant tout son avenir financier pour une lueur d'espoir. C'est une histoire qui culmine avec un sauvetage si improbable, si dépendant du hasard et de l'obsession unique d'un adolescent, qu'il a été à juste titre surnommé le miracle du Missouri. Comment un garçon a-t-il pu survivre à près de 5 ans de captivité? Pourquoi ne s'est-il pas enfui alors qu'il semblait en avoir l'occasion? Et comment un second enlèvement, des années plus tard, est-il devenu le catalyseur qui allait le ramener à la maison? Les réponses sont plus complexes et effrayantes que vous ne pouvez l'imaginer. C'est une histoire qui remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur la survie, le contrôle et le pouvoir durable de l'espoir. Assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications, car vous ne voudrez manquer aucun détail crucial de cette incroyable enquête. L'histoire de la disparition de Shawn Hornbeck ne commence pas par un cri, mais par la tranquillité banale d'un dimanche après-midi dans l'Amérique rurale. Ce décor paisible est précisément ce qui a rendu son absence soudaine si discordante, une déchirure dans le tissu d'une communauté qui se croyait en sécurité. Les années qui ont suivi n'ont pas seulement été une chronique de la perte, mais le témoignage du refus d'une famille de se rendre, canalisant leur chagrin dévorant dans une recherche exhaustive qui allait redéfinir leur vie et drainer jusqu'au dernier centime de leur argent durement gagné. Richwoods, Missouri, à seulement 60 miles du centre urbain animé de Saint-Louis, semblait être un monde à part au début des années 2000. C'était l'incarnation de la vie de petite ville, un endroit où les portes étaient souvent laissées déverrouillées et où les enfants jouissaient de la liberté d'explorer. Shawn Hornbeck, né le 17 juillet 1991, était un garçon typique de cette communauté tranquille. Il vivait avec sa mère, Pam Akers, son beau-père, Craig Akers, et ses 2 sœurs aînées. Le lien entre Shawn et son beau-père était particulièrement fort. Bien que Craig ne soit pas son père biologique, il avait été une présence constante et aimante depuis la petite enfance de Shawn. Craig appelait affectueusement Shawn son ombre, se souvenant de la façon dont le garçon passait des heures assis sur ses genoux devant l'ordinateur. Le 6 octobre 2002, Shawn est parti sur son vélo vert fluo vers 13h15 pour se rendre chez un ami. Alors qu'il s'engageait sur un chemin de gravier, il a été intercepté par Michael G. Devlin, au volant d'une camionnette Nissan blanche. L'enlèvement n'était pas un acte aléatoire mais prémédité. Devlin a délibérément heurté le vélo du garçon, le faisant tomber. Il s'est ensuite approché de Shawn, feignant de s'inquiéter. En quelques instants, le prétexte a disparu. Devlin a attrapé le garçon de 11 ans, l'a forcé à monter dans sa camionnette et est parti en déclarant froidement « Tu étais juste au mauvais endroit au mauvais moment ». Les heures qui ont suivi se sont transformées en cauchemar pour ses parents. La réponse initiale a été massive, avec des shérifs, la police locale et des dizaines de volontaires qui ont ratissé le terrain accidenté. La recherche fut terriblement infructueuse. Les chiens renifleurs ont perdu sa trace. Il n'y avait aucun signe du garçon ni de son vélo, suggérant qu'il ne s'agissait pas d'un enfant perdu, mais de quelque chose de bien plus sinistre. Pour Pam et Craig Akers, la vie est devenue un cycle incessant de recherche et de culpabilité. Leur engagement à le retrouver était absolu et a eu un coût personnel et financier énorme. Craig Akers a quitté son emploi de concepteur de logiciels
pour consacrer chaque instant à la recherche. Le couple a liquidé ses économies, encaissé son fonds de retraite et emprunté de l'argent pour financer les recherches et engager des détectives privés. Leur sécurité financière a été sacrifiée sans hésitation. Face à une telle impuissance, la famille Akers a pris une décision cruciale. En janvier 2003, ils ont fondé la Shawn Hornbeck Foundation. Cette organisation à but non lucratif était dédiée non seulement à la recherche de Shawn, mais aussi à la prévention des enlèvements d'enfants et à l'aide à d'autres familles. La fondation est devenue une entreprise structurée, leur permettant de canaliser leur douleur en un travail actif et significatif. Leur quête les a menés sous les feux des projecteurs nationaux, où ils ont fait face non seulement au soutien, mais aussi à l'exploitation. Désespérés, ils sont apparus dans l'émission The Montel Williams Show pour consulter la médium autoproclamée Sylvia Browne. Dans un moment d'une cruauté télévisée, Browne a informé les Akers que leur fils était mort, une affirmation qui s'est avérée plus tard entièrement fausse. Malgré cette douleur supplémentaire, leur détermination n'a pas faibli. Ils ont continué à chercher, ignorant que leur fils était vivant, détenu à moins d'1 heure de route de chez eux. Pendant 4 ans et demi, Shawn Hornbeck a vécu une double vie. Pour le monde extérieur, il était Shawn Devlin, le fils tranquille et au style punk d'un gérant de pizzeria locale. Dans les limites d'un petit appartement de Kirkwood, il était un captif, soumis à des abus horribles et liés non pas par des cordes ou des chaînes, mais par un système sophistiqué et brutal de contrôle psychologique. Comprendre cette période nécessite d'examiner le prédateur qui l'a orchestré et le traumatisme complexe qui a rendu un jeune garçon impuissant même lorsque la liberté semblait à portée de main. L'architecte du tourment de Shawn, Michael G. Devlin, était un maître du camouflage. Né en 1965, Devlin menait une existence largement confinée à quelques kilomètres carrés de la banlieue de St. Louis. Pendant 25 ans, il a été employé chez Imo's Pizzeria, commençant comme livreur pour finalement devenir directeur adjoint. Sa routine était si ancrée dans la communauté qu'il livrait fréquemment des pizzas au poste de police de Kirkwood, situé à quelques centaines de mètres de son lieu de travail. Cette apparence extérieure de stabilité banale était sa plus grande arme. Cependant, une facette plus sombre était visible pour ceux qui étaient le plus proches. Des voisins de son immeuble se souvenaient d'un homme au tempérament explosif, sujet à des disputes vulgaires pour des places de parking. Fait crucial, Devlin n'avait pas d'antécédents criminels significatifs. Ce casier vierge, couplé à sa vie monotone, lui a permis d'opérer au vu et au su de tous, un prédateur caché derrière un masque d'ordinaire. L'entrée de Shawn dans ce monde caché a été marquée par une terreur absolue. Il a décrit plus tard le premier mois de sa captivité comme une pure agonie. À l'intérieur de l'appartement de Devlin, il était physiquement contraint, ligoté et bâillonné avec du ruban adhésif et attaché à un futon chaque fois que Devlin était absent. Cette période initiale de subjugation physique intense était une stratégie calculée pour briser la volonté du garçon. Environ 1 mois après l'enlèvement, Devlin a exécuté un coup de maître de la manipulation psychologique. Il a dit à Shawn qu'il le ramenait à la maison, mais l'a plutôt conduit sur un chemin forestier isolé et a commencé à l'étrangler. Alors que Shawn luttait pour sa vie, il a supplié Devlin, promettant de faire tout ce qu'il voulait s'il le laissait vivre. Devlin a cédé, mais à une condition. Il a forcé Shawn à ce que les procureurs appelleraient plus tard un pacte avec le diable. La vie de Shawn serait épargnée, mais en retour, il ne devrait jamais tenter de s'échapper, de contacter qui que ce soit ou de révéler sa véritable identité. S'il rompait le pacte, Devlin le tuerait. Cette menace était la clé qui a permis à Devlin de contrôler Shawn sans contrainte physique constante. Elle a créé ce que Shawn vivrait comme des chaînes invisibles, déplaçant le contrôle des liens externes vers la terreur intériorisée de Shawn. La vie qui a suivi était un cauchemar quotidien d'abus physiques et sexuels. Devlin a employé d'autres méthodes de contrôle, comme la privation de sommeil, réveillant parfois Shawn toutes les 45 minutes pour le maintenir désorienté. L'aspect le plus déroutant de l'affaire était le semblant de liberté accordé à Shawn. Devlin a commencé à le présenter au monde comme son fils, Shawn Devlin. Cette liberté apparente n'était pas un acte de gentillesse,
mais l'expression ultime du pouvoir de Devlin. Shaun était laissé seul pendant des heures, avec accès à un ordinateur, à Internet et à un téléphone portable. Il s'est fait des amis dans le complexe d'appartements, leur racontant une histoire inventée par Devlin. À une occasion, Shaun et un ami ont été arrêtés par la police pour avoir fait du vélo après le couvre-feu. Mais il n'a pas profité de l'occasion pour demander de l'aide. Malgré la terreur qui le paralysait, il existe des preuves que Shaun a tenté de tendre la main de la seule manière qu'il jugeait sûre. Sous le pseudonyme Shaun Devlin, il a posté un message énigmatique et glaçant sur le site web de personnes disparues que ses parents avaient créé. « Combien de temps comptez-vous chercher votre fils ?» Ses parents, ne reconnaissant pas le nom, n'ont pas répondu. Savoir que leur fils avait essayé de les contacter et qu'il l'avait manqué deviendrait plus tard une source de profonde culpabilité pour eux. La psychologie derrière la captivité de Shaun est profondément dérangeante et soulève des questions cruciales sur la survie. Si vous trouvez cette analyse pertinente, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Cela nous aide à continuer de créer des documentaires approfondis comme celui-ci. Maintenant, revenons à l'improbable enchaînement d'événements qui allait tout changer. La découverte miraculeuse de Shaun Hornbeck et Ben Ownby en janvier 2007 n'a pas été le résultat d'une seule percée dans une enquête longtemps au point mort. C'était plutôt le produit de l'imprudence croissante de l'agresseur et d'une chaîne d'événements fragiles et improbables, une cascade de contingences où la vigilance citoyenne, des traits personnels uniques et le pur hasard ont convergé pour mettre fin à un cauchemar de plusieurs années. Après plus de 4 ans de captivité, Shaun Hornbeck n'était plus le garçon de 11 ans que Devlin avait enlevé. Maintenant âgé de 15 ans, il était, dans le calcul prédateur de Devlin, en train de vieillir. Devlin a décidé qu'il avait besoin d'un remplaçant. Cette logique glaçante a rempli Shaun d'une nouvelle terreur aiguë. Il croyait que l'arrivée d'une nouvelle victime signifierait sa propre condamnation à mort. « Quand vous achetez une nouvelle voiture, que faites-vous de l'ancienne » a-t-il expliqué plus tard. « Vous vous en débarrassez, n'est-ce pas ?» Il sentait que ses jours étaient comptés. Le 8 janvier 2007, Devlin a mis son plan à exécution. Il s'est rendu dans la ville rurale de Beaufort, Missouri, et a enlevé Ben Ownby, 13 ans, l'arrachant sur le bord de la route juste après que le garçon soit descendu de son bus scolaire. Contrairement à l'enlèvement de Shaun, qui s'était produit sans témoin, la disparition de Ben Ownby a été partiellement observée. Ce seul fait allait s'avérer être le premier maillon essentiel de la chaîne qui a mené au sauvetage des garçons. Un voisin de 15 ans, Mitchell Hultz, a vu Ben descendre du bus. Quelques instants plus tard, il a remarqué une étrange camionnette blanche garée à proximité. Il a ensuite vu la camionnette démarrer en trombe et s'éloigner à toute vitesse, et a su que quelque chose n'allait pas. Ce qui a suivi fut un moment de chance extraordinaire. Hultz n'était pas un simple observateur, il se décrivait comme un fanatique de camions. Interrogé par le FBI, il a fourni une description du véhicule si détaillée qu'elle était presque incroyable pour les agents. Il s'est souvenu d'une camionnette Nissan blanche avec Nissan sur le haillon en lettres sombres, une benne de camping avec une fenêtre allongée sur le côté, un attelage de remorque et de la rouille ou de la saleté sur l'aile. Ce niveau de spécificité, né du passe-temps unique d'un adolescent, a transformé une observation vague en un renseignement très exploitable. Sur la base de la description remarquable de Hultz, la police a émis un avis de recherche. L'avis a atteint Mike Prosperi, le propriétaire d'Imo's Pizzeria et l'employeur de longue date de Michael Devlin. La description de la camionnette lui semblait familière. Lorsque Devlin, qui devait travailler, s'est porté malade les 2 jours suivant l'enlèvement de Ben Ownby, les soupçons de Prosperi se sont accrus. Il a contacté la police. Par intuition, il est également passé devant l'immeuble de Devlin et a vu la camionnette, remarquant qu'elle était couverte de poussière de route rouge, typique des routes de campagne. La dernière pièce, la plus improbable, du puzzle s'est mise en place le 12 janvier 2007. 2 policiers de Kirkwood sont arrivés à l'immeuble de Devlin pour exécuter un mandat sans aucun rapport avec l'enlèvement. Sur place, ils ont repéré la camionnette Nissan blanche, qui correspondait parfaitement à la description. Ce moment de pure sérendipité a placé les forces de l'ordre à l'endroit exact où les 2 garçons étaient retenus captifs. Les agents du FBI ont été dépêchés sur les lieux.
Ils ont d'abord arrêté Devlin sur son lieu de travail. Interrogé, il est apparu nerveux et évasif, mentionnant sans cesse son filleul nommé Sean qu'il devait retrouver. Le nom a immédiatement alerté les enquêteurs. Les agents sont entrés dans l'appartement de Devlin et ont trouvé Ben Ownby et Sean Hornbeck à l'intérieur. L'agent Lynn Willett les a assurés qu'ils étaient en sécurité. Pour Sean, le moment fut un tourbillon de choc et de soulagement. Il s'est identifié aux agents, un acte simple chargé de 4 ans et demi d'identité réduite au silence. Quand j'ai dit à Lynn que mon nom était Sean Hornbeck, j'ai pu voir la surprise sur son visage, a-t-il raconté plus tard. J'ai senti que je n'avais plus ce poids sur les épaules. C'était un nouveau sentiment pour moi de dire qui j'étais vraiment. La nouvelle de la découverte a été accueillie avec un étonnement national. Les retrouvailles qui ont suivi ont été d'une intensité émotionnelle immense. Craig Akers a reçu l'appel alors qu'il rentrait du travail. Lui et Pam se sont arrêtés sur le bord de la route et ont fondu en larmes. « C'est l'appel téléphonique dont je me souviendrai le plus pour le reste de ma vie », a-t-il déclaré. « C'est le plus beau jour de notre vie. » Le sauvetage de Sean Hornbeck et Ben Ownby a marqué la fin de leur captivité, mais le début d'un long et ardu processus de jugement légal et de reconstruction personnelle, tandis que le système judiciaire s'assurait que Michael Devlin ne ferait plus jamais de mal à un autre enfant. Les survivants et leurs familles étaient confrontés au défi de reconstruire des vies profondément altérées par des années de traumatisme. L'affaire judiciaire contre Michael G. Devlin a été rapide et accablante. Il a fait face à une montagne d'accusations dans 3 comtés du Missouri ainsi qu'au niveau fédéral. L'acte d'accusation était stupéfiant, totalisant plus de 80 chefs d'accusation, dont enlèvement, actions criminelles armées, des dizaines de chefs de sodomie forcée, tentative de meurtre pour la tentative d'étranglement de Sean et des accusations fédérales pour production de pornographie enfantine. Pour épargner aux 2 garçons le traumatisme supplémentaire de témoigner, les procureurs ont négocié un accord de plaidoyer complet. En octobre 2007, Devlin a plaidé coupable à toutes les charges. La sentence qui a suivi a été conçue pour être absolue. Il a reçu plusieurs peines de prison à vie consécutives des tribunaux d'État. Et en décembre 2007, il a été condamné à 170 années supplémentaires de prison fédérale. La peine cumulée était de 74 peines de prison à vie, plus du temps additionnel, totalisant plus de 4000 ans. Une peine astronomique garantissant qu'il ne serait jamais libre, un coût qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais vraiment rembourser à la société. Pour Sean Hornbeck, le retour à la maison a été le début d'un nouveau et difficile voyage de réajustement. Après 4 ans et demi sous le contrôle absolu de Devlin, se réadapter à la vie de famille était un défi. Il a également dû faire face à l'intense surveillance des médias et au fardeau de l'incompréhension du public concernant sa captivité. Dans un effort pour reprendre le contrôle de son propre récit, il a accordé une interview très regardée à Oprah Winfrey en 2007. Dans les années qui ont suivi, Sean s'est largement retiré de la vie publique, cherchant la normalité qui lui avait été volée. Il a fréquenté une école privée pour rattraper son retard scolaire, s'est marié et est devenu père, construisant une nouvelle vie pour lui-même. Un chapitre poignant de l'histoire de la famille est survenu le 15 juillet 2019, avec le décès de son beau-père, Craig Akers, d'un cancer de la vessie. Craig, qui avait été une force implacable dans la recherche de Sean, est décédé à l'âge de 57 ans. Sa femme Pam a noté que dans ces dernières années, son mari était si reconnaissant d'avoir pu passer plus de temps avec Sean, un sentiment qui souligne puissamment la préciosité des 12 années qu'ils ont eues ensemble après le sauvetage. La Sean Hornbeck Foundation, née de la recherche désespérée d'une famille, a poursuivi sa mission pendant plusieurs années après le retour de Sean. Cependant, la gestion d'une organisation à but non lucratif présentait des défis constants. En 2013, invoquant un manque de fonds et de temps, la famille Akers a pris la difficile décision de fermer la fondation. Bien que cela ait marqué la fin de l'organisation qui portait son nom, ce n'était pas la fin de sa mission. En mai 2013, d'anciens membres de l'équipe de recherche de Hornbeck ont fondé une nouvelle organisation, la Missouri Valley Search and Rescue Team, MOVAL. MOVAL a été créé spécifiquement pour poursuivre la mission commencée par la fondation Sean Hornbeck.
Opérant en tant qu'organisation à but non lucratif entièrement bénévole, Moval se spécialise dans la recherche et le sauvetage en milieu sauvage, fournissant ses services gratuitement. Cette transformation représente l'héritage le plus profond et le plus durable de l'affaire Shaun Hornbeck. La croisade personnelle d'une famille a évolué pour devenir un atout communautaire durable. L'affaire Shaun Hornbeck est une histoire d'une obscurité profonde et d'une lumière étonnante. Elle nous rappelle brutalement les prédateurs cachés qui peuvent opérer sans être détectés au sein de nos communautés protégées par un vernis de normalité. La capacité de Michael Devlin à maintenir le contrôle sur sa victime pendant plus de 4 ans, non pas avec des serrures physiques, mais avec une terreur méticuleusement cultivée, offre une leçon cruciale sur la psychologie de la captivité. Elle démontre que les chaînes les plus puissantes sont souvent invisibles. Simultanément, l'affaire est un puissant témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la force durable de l'amour familial. Le dévouement inébranlable de Pam et Craig Akers, qui ont tout sacrifié pour retrouver leur fils, est un pilier central de ce récit. Le sauvetage lui-même, le miracle du Missouri, met en évidence l'interaction complexe de facteurs qui peuvent mener à une résolution dans de tels cas. Ce n'était pas le résultat d'une enquête sans faille, mais une convergence d'erreurs du coupable, de l'observation aiguë d'un citoyen ordinaire doté d'une compétence extraordinaire et de la pure sérendipité des forces de l'ordre. Finalement, l'héritage de l'épreuve de Shaun Hornbeck est double. Il y a l'histoire privée d'un survivant qui, après avoir enduré un traumatisme inimaginable, a reconstruit sa vie tranquillement et courageusement. Et il y a l'héritage public, incarné par l'équipe de recherche et de sauvetage de la vallée du Missouri. Cette organisation garantit que la recherche de Shaun ne s'est pas terminée avec sa découverte. Au lieu de cela, elle s'est transformée en un bouclier durable pour les autres, transformant une tragédie singulière en une force durable pour le bien. L'histoire de Shaun Hornbeck est un puissant rappel des dangers cachés dans notre monde, mais aussi de l'incroyable force de l'esprit humain. Quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à Traces perdues et d'activer la cloche pour des enquêtes plus approfondies sur des affaires qui ne devraient jamais être oubliées.